Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 24 février 2022, le président russe, Vladimir Poutine, a lancé une offensive pour essayer d'envahir son voisin ukrainien. Un an plus tard, plus de 7000 civils ukrainiens ont été tués et plus de 11 000 blessés d'après les Nations Unies. Et selon la justice ukrainienne, plus de 450 enfants sont morts dans les bombardements. La rédaction du Parisien se mobilise pour raconter ces 12 mois de guerre. Et cette semaine, nous y consacrons 3 épisodes de Code Source. Le 3e aujourd'hui, l'envoyée spéciale du Parisien, Christelle Brigodeau, est avec nous. Elle est en Ukraine pour la 6e fois depuis le début de l'invasion russe. Christelle Brigodeau, vous êtes à Dnipro, au sud de Kiev. Vous êtes en Ukraine en ce moment pour une série de reportages à lire dans Le Parisien et sur leparisien.fr. Le jeudi 24 février 2022, le jour où Vladimir Poutine a annoncé le lancement de son offensive, vous étiez déjà en Ukraine, dans la région du Donbass, à Avdiivka. Racontez-nous comment vous vivez ce moment-là, cet événement. Je le vis dans la même urgence que les gens autour de moi. La guerre, même si elle était quelque part annoncée depuis plusieurs jours, surprend tout le monde. C'est une ville qui est tout près du front de la guerre du Donbass qui avait commencé en 2014. Et les tirs s'étaient intensifiés depuis quelques jours. Et le matin, quand survient le début de l'invasion, on entend là des tirs rapprochés dans les jardins. On entend que le front bouge beaucoup plus. C'est un peu la panique générale autour de moi. Et avec le photographe du Parisien, Philippe de Poulpiquet et moi-même, on enfile nos gilets pare-balles. On se dit que ça y est, cette guerre dont on parlait depuis plusieurs jours a commencé pour de vrai. À ce moment-là, votre traducteur et assistant local, votre fixeur, décide de ne pas rester avec vous. Il s'appelle Oleksiy et comme à peu près tous les habitants de l'Ukraine ce matin-là, sa priorité c'est de mettre à l'abri sa femme, ses 2 enfants, sa belle-mère. Donc il nous explique qu'il doit absolument chercher un moyen de les faire partir plus à l'ouest parce que là on est juste à côté du front. Il fait les valises, il prend des provisions, il essaye d'organiser une épopée vers l'ouest. Tout le monde se lance dans un grand exode vers l'ouest de l'Europe. Un an plus tard, vous vous êtes rendu à nouveau dans cette ville, vous allez nous raconter ce qui a changé et vous allez aussi nous donner des nouvelles de votre ancien fixeur que vous avez retrouvé. Mais on a choisi de commencer ce podcast par la capitale, Kiev, où vous arrivez le vendredi 10 février avec le photographe du Parisien Philippe de Poulpiquet. À Kiev, le dimanche 12, dans un théâtre, vous assistez à une représentation, vous suivez un comédien connu en Ukraine. Il s'appelle Alexander Petcheritsia et il interprète plusieurs rôles dans une pièce qui parle de l'Ukraine du début du XXe siècle, l'Ukraine paysanne. Et ce que je trouve vraiment frappant à l'issue de cette représentation, c'est la ferveur du public. Ils se mettent à chanter des chants traditionnels ukrainiens et à crier Slava Ukraini, qui veut dire vive l'Ukraine. Et pour ce comédien que nous suivons, c'est un moment qui a une saveur toute particulière parce que lui, en plus d'être comédien, s'est engagé depuis 1 an dans l'armée, et donc quand il n'est pas sur les planches, c'est-à-dire la plupart du temps, il est en train de se battre, soit sur le front de Kharkiv ou dans Kiev, et c'est une double résistance qu'il mène avec beaucoup de courage. Le lendemain, dans la proche banlieue de Kiev, vous rencontrez un ébéniste de 36 ans, Mikhaïlo. L'homme confectionne des bougies dans son atelier pour les militaires ukrainiens, et il en produit des quantités quasi industrielles. Oui, c'est très étonnant. Quand il ouvre la porte, alors d'abord on est face à un colosse, il est très grand, il porte comme presque tous les Ukrainiens maintenant un sweat kaki aux couleurs de l'Ukraine avec le trident symbole de l'Ukraine, et dans son jardin on voit presque plus l'herbe, on voit des tas de sacs dans lesquels il y a des boîtes de conserve vides récupérées, il y a de la paraffine, et dans son atelier d'ébéniste il confectionne des milliers de bougies depuis le tout premier jour de la guerre. Il m'a expliqué que, en fait, il a été réveillé dans cette banlieue de Kiev par les premiers bombardements qui ont commencé à 4h30 du matin le 24, et à 5h moins le quart, il était debout en train de commencer à faire chauffer sa paraffine parce qu'il savait que les soldats avaient besoin dans les tranchées de ces bougies, et c'était sa manière de se mettre en ordre de bataille chez lui.
À 2 heures de route de Kiev, dans la commune de Khodorkiv, vous parlez avec une dame très âgée qui, elle aussi, est mobilisée pour son armée. Louba a 102 ans. D'abord, est-ce que vous pouvez nous la décrire et nous raconter un petit peu son histoire ? Oui, alors elle ressemble à la babouchka telle qu'on se l'imagine. La babouchka, c'est la grand-mère en ukrainien ou en russe. Elle a un fichu fleuri bleu sur la tête. Elle n'y voit plus très clair. Elle entend plus très bien non plus. Donc elle nous parle de très près. Elle nous touche beaucoup pour voir qui on est. Mais par contre, elle a toute sa tête et elle est plutôt alerte, même très alerte. C'est étonnant pour ses 102 ans. Elle a connu la Deuxième Guerre mondiale avec l'arrivée des soldats allemands de la Wehrmacht dans son village. Puis elle a travaillé comme paysanne dans un kolkhoz, donc ces fermes collectives soviétiques où la vie était très difficile. Et pour autant, ce qu'elle nous dit, et ça c'est quand même marquant, elle nous explique que cette période actuelle, en ce moment, elle a 3 petits-enfants qui sont sur le front et c'est ça le moment pour elle le plus difficile de toute sa vie. Que fait-elle concrètement pour l'armée ? Elle tisse des camouflages pour les snipers du bataillon Azov. Donc elle utilise en fait des sacs en toile de jute qu'on trouve un peu partout dans les greniers en Ukraine. C'est des sacs qui viennent de l'époque soviétique dans lesquels on mettait le sucre ou la farine. Et elle les détisse quelque part pour récupérer les fils de la toile de jute et les nouer un par un sur des filets. Ces filets, de loin, ont l'apparence en fait des hautes herbes dans les champs et les snipers se couvrent de cela pour passer complètement inaperçus dans le paysage. Christelle Brigodeau, dans les premiers jours de votre reportage, vous avez voulu retourner à Boutcha. Boutcha, une ville située dans la grande banlieue de Kiev qui a été occupée au printemps 2022 pendant 4 semaines par l'armée russe et où, selon les Ukrainiens, les Russes ont tué plus de 450 civils, certains victimes d'exécutions sommaires. Vous avez retrouvé la femme d'un homme qui a été tué par balle alors qu'il était sur son vélo bleu. L'image de son corps étendu, les pieds sous le cadre de son vélo, a fait le tour du monde. Oui, c'est une image extrêmement marquante. L'homme en vélo s'appelle Volodymyr Brovchenko. C'est un gardien d'un internat qui se situe pas très loin de Boutcha. Et ce jour-là, il avait conduit sa femme et sa fille à un point où des volontaires exfiltraient les civils en direction d'Irpin, donc une autre banlieue de Kiev qui était là sous contrôle ukrainien. Et lui avait tenu à rester dans la ville parce qu'il tenait à son travail, il voulait s'occuper de sa maison, garder ses chiens. Et en fait, il pensait, parce qu'il était né en Russie, qu'il avait fait son service militaire avec des Russes, que jamais les Russes ne lui feraient quoi que ce soit. Et en fait, il a été visé et abattu sans aucune raison, alors qu'il tournait au coin de sa rue en vélo pour se rendre à son travail. D'un mot, sa veuve, qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui ? C'est très difficile en fait de continuer de vivre dans cet endroit, même si elle n'a pas l'intention de partir, mais tous les jours la rue et l'environnement lui rappellent le drame qui s'est produit et l'absence de son mari. Elle a déposé une plainte à la Cour pénale internationale et devant une autre juridiction ukrainienne et elle attend vraiment que justice soit faite pour son mari et que ce crime de guerre soit reconnu comme tel. Le lundi 13 février au soir, vous arrivez dans l'est de l'Ukraine, dans la région du Donbass, qui est en guerre avec la Russie depuis 2014. Vous échangez notamment avec des factrices, des postières qui continuent à travailler. Oui, à Pokrovsk, on rencontre Tania, qui est postière depuis une petite dizaine d'années dans cette ville. Et avec elle, on se promène dans les rues. Et cette promenade est l'occasion de découvrir une ville, j'allais dire, typique du Donbass d'aujourd'hui, c'est-à-dire une ville qui ressemble en fait à une garnison à ciel ouvert. Il y a quasiment que des militaires partout. Les voitures qui sont garées, ce sont celles des militaires. Sur les trottoirs, on voit quasiment que des hommes en kaki. Il n'y a plus beaucoup de civils. Il en reste quand même quelques-uns et pour eux le point de ralliement c'est le bureau de poste. Le bureau de poste c'est le dernier service public qui reste ouvert quand tout le reste a fermé, y compris dans ces zones très proches du front du Donbass. Les postières elles aussi participent à l'effort de guerre à leur manière. Elles aident déjà les personnes âgées qui n'ont pas l'intention de partir ou pour qui c'est trop compliqué de partir. Elles leur livrent l'argent de leur retraite, elles leur apportent le pain, les choses dont elles ont besoin, et puis simplement elles discutent avec elles de la guerre, et ça c'est très rassurant quand on entend par exemple le bruit des bombardements ou le bruit des missiles ukrainiens tirés en direction des positions russes. C'est important dans ces moments-là de voir qu'un semblant de vie normale continue et de voir arriver la factrice. Vous vous rendez ensuite à Avdiivka, où vous étiez donc il y a 1 an, jour pour jour, au moment du lancement de l'invasion russe de l'Ukraine. D'abord, qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 1 an ?
Tout. Le supermarché où on était garé au moment où la guerre a été déclarée n'existe à peu près plus. Enfin, il est toujours là, mais c'est une carcasse. Il a été détruit par une frappe. Et les immeubles autour, pareil. En fait, la ville a été extrêmement touchée. Presque tous les habitants sont partis. Quand on a vu cette ville un an avant, qui était déjà une ville qui souffrait, une ville pauvre, c'est quand même très marquant de voir qu'aujourd'hui, la guerre a encore plus ravagé des coins qui étaient déjà déshérités. Vous retrouvez votre ancien fixeur, traducteur, Oleksii. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui après 1 an de guerre ? Lui aussi a énormément changé, mais étonnamment, il s'est aguerri, disons. On l'avait quitté, un homme en panique, qui cherchait à mettre en sécurité sa femme et ses enfants. Et 1 an plus tard, on le retrouve en gilet pare-balles, super confiant. Il est à la tête, en fait, d'une petite équipe de bénévoles qui essayent d'exfiltrer de cette ville les civils qui peuvent encore partir. Et il a gardé la même voiture, c'est-à-dire une vieille Lada rouge qui roule encore. Mais maintenant, sur la Lada, il y a des impacts qui sont des éclats d'obus, en fait, qui sont tombés sur la route quand il sauvait des gens. C'est véritablement un héros qui est né pendant cette année de guerre. Christelle Brigodeau, vous êtes surprise de constater que beaucoup de familles restent dans cette ville, Avdiivka, malgré la guerre. D'abord, comment vivent ces hommes, ces femmes et ces enfants ? Ils vivent terrés. Il y a environ 3000 personnes, d'après les forces de police, qui vivent là, essentiellement des adultes et des personnes âgées, mais il y a aussi des enfants, plus de 40. C'est des personnes qui vivent soit au centre-ville, donc dans des immeubles, donc ils vivent dans des caves, donc ils vivent dans le noir. Ils sortent quand même un petit peu, mais en général vraiment juste devant la porte ou très près, parce qu'il y a des chars garés juste à côté. En fait, il y a la guerre devant leur porte. Et dans les quartiers pavillonnaires, la guerre semble un peu plus loin, parce qu'il n'y a pas de chars juste à côté, mais par contre on entend et on voit les roquettes voler dans le ciel à intervalles très réguliers. Pourquoi est-ce que ces habitants font le choix de rester malgré les combats que vous décrivez ? Alors c'est une question que je me suis longtemps posée. J'ai pas complètement la réponse, mais j'ai quand même posé la question. Est-ce que les gens m'ont répondu ? C'est que quelque part, ça leur fait encore plus peur de partir. Il y a un effet d'habitude qui fait que les personnes qui sont là au milieu des bombardements, finalement, se sont habituées à cette situation et surtout s'imaginent, maintenant que leur horizon s'est rétréci quasiment au pas de leur porte, que le monde extérieur est encore plus menaçant, encore plus dangereux. Il y a des gens qui restent aussi parce que ils croient dur comme fer qu'il ne va rien leur arriver, ou encore, dans cette région où la guerre en fait a commencé dès 2014, ils sont déjà partis, ils ont déjà été réfugiés, ils en ont gardé un souvenir très amer et donc ils se disent que pour des raisons notamment financières, de survie quelque part, il vaut mieux rester là. Les gens qui restent, ils n'ont pas les moyens de partir le plus souvent. Christelle Brigodeau, vous entendez parler d'une fillette de 6 ans qui est, pour résumer les faits, morte de peur. Une petite fille qui s'appelait Elina. D'abord, qu'est-ce que l'on sait sur elle et sa famille ? Alors c'est une petite fille qui est élevée par ses grands-parents parce que son père est mort en 2020 et sa mère, 1 an plus tard, est partie travailler en Russie pour gagner de l'argent et le transmettre à sa famille. Donc elle est avec ses grands-parents qui, d'après ce qu'on nous ont dit des habitants de la ville, tiennent énormément à elle et l'aiment plus que tout. Mais ses grands-parents ne veulent pas quitter Avdiivka. Ils font partie de ces irréductibles qui ne souhaitent pas partir. Et donc la petite est contrainte de subir elle aussi ces tirs de roquettes qui tombe sur ce qu'on appelle le quartier chimique parce que c'est le quartier industriel en fait qui se trouve juste à côté d'une très grosse usine qui est bombardée sans cesse. Donc c'est un stress terrible pour la petite fille d'entendre et de voir les murs qui tremblent. Au début de l'hiver, la famille déménage dans le sous-sol, notamment parce qu'il n'y a plus de chauffage dans les étages et puis aussi pour se protéger. Et en fait, au début du mois de janvier, elle a commencé à avoir des signes avant-coureurs en fait du cœur qui lâche, des fourmillements dans les mains, elle sentait plus ses pieds, on dit ses grands-parents aux enquêteurs. Et en fait, alors qu'ils commençaient à se dire qu'il fallait l'emmener à l'hôpital, elle est décédée d'une crise cardiaque dans la nuit du 11 janvier. On sait pourquoi elle a fait cette crise cardiaque ? Les enquêteurs à qui j'ai posé la question, donc de la police d'Avdiivka, disent que le plus probable est une mort de stress, parce que l'autopsie n'a pas révélé de malformation particulière qui pourrait expliquer sa mort. À l'hôpital où je me suis rendue, elle n'était pas suivie pour une maladie cardiaque, elle prenait pas de médicaments pour ça. Et les enquêteurs m'ont souligné que ils ont vu d'autres personnes mourir de stress. C'est pas la première. Il y a des gens de 40, 50 ans dans le coin
témoins qui sont également morts de crise cardiaque et également des soldats sur le front, m'a dit le commissaire d'Avdiivka. Donc pour lui, il fait presque aucun doute que le stress est la cause de la mort de l'enfant. En travaillant sur les circonstances de la mort d'Elina, vous vous êtes rendu le vendredi 17 février à l'hôpital d'Avdiivka. Là, le médecin qui pouvait vous en dire plus sur son cas n'avait pas franchement envie de parler. Non, très clairement, là, on le dérangeait beaucoup. Donc, il est énormément de travail parce que il a 5 patients dans son hôpital, mais il est dans un état de stress énorme parce que, en fait, on entend les canons très près de l'hôpital et la présence d'étrangers qui viennent le voir, notamment de journalistes, l'angoisse un petit peu parce qu'il se dit qu'il y a plus de chances qu'il soit peut-être pris pour cible. C'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement dans le Donbass. Les gens pensent que la présence de journalistes va quelque part alerter les Russes qu'il y a du monde par là et qu'une frappe va être déclenchée dans la foulée. Pour être clair, vous entendez quel type de détonation à ce moment-là quand vous êtes avec lui ? Alors on entend, je dirais, 2 types de détonations. D'abord des booms qui correspondent à des roquettes qui tombent. Et d'autres sons qui correspondent là à des missiles qui partent, comme disent les gens sur place. Ça veut dire que c'est en fait les canons ukrainiens qui envoient des roquettes vers les Russes. Ça fait pas le même son. À ce moment-là, vous êtes avec le photographe du Parisien Philippe de Poulpiquet et votre nouveau fixeur Anton Bondarenko. Décrivez-nous la route du retour vers Pokrovsk. Elle se fait dans des conditions un petit peu tendues parce qu'on a entendu ces explosions. On voit des chars garés derrière les immeubles, camouflés près de la route. On sent que la tension est montée d'un cran en fait en quelques heures. Et en fait sur cette route qu'on avait prise à l'aller et qu'on reprend au retour, on voit sur la neige, parce qu'il a beaucoup neigé, donc tout était blanc quand on est arrivé, une grosse trace noire. En fait c'est une roquette qui est tombée entre le moment où on est arrivé et le moment où on repart, en plein milieu de cette route. Il y en a eu d'autres, mais cette trace noire sur la neige m'a un peu marqué parce que là on s'est dit il faut pas rester là. Avdiivka est très proche du front et en même temps, pendant que vous étiez à Avdiivka, il y a eu un bombardement à Pokrovsk. Oui, Pokrovsk est plus loin du front, mais pas hors de portée des missiles. Et ce jour-là, effectivement, en fin de matinée, d'après ce qui m'a été rapporté, un missile est tombé sur un immeuble, faisant 4 morts et 11 blessés, d'après le bilan que j'ai eu le soir même. Le lundi 20 février, toujours dans le Donbass, vous entrez dans une ville, Liman, située à quelques kilomètres de la ligne de front. Cette ville a été occupée avant d'être libérée et les Russes vont probablement chercher à la reconquérir dans les jours ou les semaines qui viennent. Oui, c'est une ville qui est vraiment disputée, qui se trouve elle aussi pas très loin, enfin dans la grande région de Bakhmout, donc ce territoire très très contesté. Et les habitants que j'ai rencontrés là montraient tous les signes d'un épuisement total. D'ailleurs, ils n'avaient pas très envie de parler. Et ceux qui m'ont parlé m'ont expliqué que là, vraiment, ils veulent que la guerre s'arrête. Et finalement, qu'ils soient russes ou ukrainiens, ils en ont plus rien à faire tant qu'ils peuvent rester chez eux, sans avoir des roquettes qui leur pleuvent sur la tête. Finalement, ils savaient même plus qui bombardait qui et qui est en guerre contre qui. Ils sont trop dans la guerre pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Christelle Brigodeau, quelques jours plus tôt, le vendredi 17 février, dans votre hôtel à Kramatorsk, dans le Donbass, vous avez rencontré un soldat ukrainien qui rentrait du front de Bakhmout où les combats font rage. D'abord, décrivez-nous cette rencontre et qui est ce soldat ? Alors, il s'appelle Genia, il a une 30aine d'années. Et en fait, il sort de l'hôpital de Kramatorsk parce qu'il a eu un trauma lié au blast en fait d'une roquette qui est tombée, nous explique-t-il, à 40 cm de lui. Il vient de sortir de l'hôpital le matin même et le lendemain, il doit partir au front, repartir à Bakhmout, dans cet endroit qui est considéré comme le Verdun de cette guerre. C'est un moment extrêmement émouvant parce que en fait, je me rends compte, il frappe à ma porte avec à la main un gâteau qu'a confectionné sa mère et qui veut m'offrir. Il me dit je veux que les gens sachent ce qui se passe à Bakhmout, je veux vous raconter. Alors qu'est-ce qu'il vous raconte ? Il raconte l'horreur, il faut quand même le dire. Il raconte les pertes côté ukrainien. Il m'explique, on part à 20 personnes, on arrive quelques mètres plus tard dans la position, on n'est plus que 9. Ça veut dire que tous les autres sont morts sur le chemin.
Là, on se jette dans un trou et on attend que des renforts arrivent, mais on peut attendre des jours. Il a attendu jusqu'à 11 jours que quelqu'un arrive avec l'équivalent d'une demi-tasse de thé en eau et rien à manger ou presque rien. Enfin, c'est une survie. D'ailleurs, il m'a montré des photos de lui avant la guerre et des photos de lui aujourd'hui. C'est pas le même homme. Pourquoi ? Parce qu'il a énormément maigri et puis il a changé de regard. Il a maintenant le regard de quelqu'un qui a vu la mort beaucoup trop longtemps et beaucoup trop. Et donc quand il vous parle quelque part, il se dit qu'il ne va pas forcément revenir, c'est ça ? Oui, il le sait. Quand il nous raconte les tranchées, ces heures terribles, ou c'est les moments où il doit porter des amis blessés, tellement blessés qu'il ne sait pas où mettre le garrot parce qu'il n'y voit plus rien. Sa femme est assise à côté de lui, elle lui prend la main en fait dans les moments où elle sent qu'il va flancher, où elle sent les larmes qui lui montent aux yeux. Je pense qu'elle a à cœur de lui montrer que la vie est là, qu'elle le soutient, elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de l'aider. Et lui, il est comment à ce moment-là ? Lui, on sent qu'il prend sur lui. En fait, ils essayent de se réconforter l'un l'autre. Quand lui commence à avoir le regard qui part et on voit qu'en fait, il ne nous regarde plus. Il voit ses souvenirs, il voit ses copains morts. Elle lui prend la main. Et quand elle le regarde et qu'elle a, elle, les larmes qui montent aux yeux parce qu'elle sait qu'il ne rentrera peut-être pas, c'est lui qui lui fait une petite caresse en lui disant en ukrainien normal, ça veut dire ça va. Il lui répète souvent ça va, t'inquiète pas, ça va. Merci Christelle Brigodeau. Je rappelle qu'au moment où on enregistre ce podcast, vous êtes à Dnipro, au sud de Kiev. Vos reportages sont à lire sur leparisien.fr avec les photos de Philippe de Poulpiquet. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol.